Il est une fois. Voyage à Saint-Éloi. Un an de festivités durant toute l'année 2023. Au temple Saint-Éloi de Rouen. Au programme. Concerts, Conférences, visites, expositions. Un événement de l'Église protestante unie de Rouen. Et EJR Radio. Information www.epurouen.fr. EJR Radio, la radio pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence. Je suis heureux de voir que nous sommes assez nombreux. Alors vous le savez déjà, toute l'année 2023, on va fêter les 220 ans du protestantisme au temple Saint-Éloi. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette conférence. En 1803, le temple Saint-Éloi a été attribué au culte protestant suite au Concordat. Et voilà, pour autant, malgré cette reconnaissance réelle liée au Concordat du culte protestant, le Concordat reste ambivalent sur son contenu, puisque c'est qu'un siècle plus tard, à travers la loi de 1905, que sera consacrée la séparation des églises et de l'État. Et cette loi de 1905 est le cheminement de tout un débat intellectuel qui a parcouru l'ensemble du XIXe siècle. Pour nous raconter cette histoire riche de sens, des rapports entre le protestantisme et la laïcité, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Valentine Zuber, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire Religion et Relations internationales. Historienne de formation, vous êtes une spécialiste de l'histoire de la tolérance religieuse en Europe du XVIe siècle au XXIe siècle. Votre intervention sera complétée par celle de Monsieur Steve Debos, qui est tout au bout de la table, jeune doctorant en histoire. C'est pas transgenre. Voilà, paroissien, qui nous fera découvrir le rôle joué par les élites protestantes locales dans la restauration du culte réformé et dans les débats qui ont parcouru la communauté lors de la loi de 1905. Enfin, dans un troisième temps, Madame Martine Banzé, professeure retraitée d'histoire et de géographie, complétera cet éclairage local en présentant les enseignements qu'elle a pu tirer de la riche exploitation des registres des assemblées paroissiales et des conseils presbytéraux, qui se sont tenus notamment tout au long du XIXe siècle. Voilà, je voulais vous dire, avant de donner la parole à Madame Zuber, on a prévu une petite table là pour échanger de façon conviviale après la conférence. Donc on vous invite à y rester pour échanger avec nos intervenants. Et puis on a aussi une table avec un ouvrage de Madame Zuber en vente, qui est La laïcité en débat, au-delà des idées reçues. Voilà. Encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Et je vous laisse la parole, Madame Zuber. Merci. Merci beaucoup, cher Stéphane, de nous avoir invités et de nous avoir aussi conviés pour partager ces 3 moments en cette date anniversaire, ou aux alentours en tout cas, de ce moment très important effectivement pour les protestants qu'est le système des cultes reconnus. Vous avez parlé de concordat. Le concordat concerne exclusivement l'Église catholique, mais par un geste unilatéral, Napoléon Bonaparte va ajouter à ce concordat ce qu'on appelle les articles organiques. Articles organiques qui, en fait, sont des articles de police du culte, c'est-à-dire d'organisation du culte, des rapports entre l'État et les cultes, et à ceux concernant l'Église catholique, très nombreux, il va ajouter un certain nombre concernant les cultes protestants, luthériens et réformés. Et puis, quelques années plus tard, pour le culte israélite, qui va lui aussi faire partie de ce système des cultes reconnus. Et ce système est une pierre importante dans la laïcisation de l'État français, puisque cela reconnaît de manière tout à fait officielle le pluralisme de la société française et la reconnaissance à presque égalité. Il faut bien voir que à l'époque, la différence de nombre était extraordinaire, puisqu'il devait y avoir 90% de catholiques et puis le reste de protestants et un tout petit peu de juifs. Donc, un système très déséquilibré d'un point de vue numérique, mais d'un point de vue légal, un système équitable, à défaut d'être complètement égalitaire. Alors avec, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que
Steve en parlera. Évidemment, cet octroi, cette reconnaissance de l'État va avec des conditions qui sont assez léonines, puisque Napoléon Bonaparte peut surtout contrôler les cultes et ce qui se dit dans les cultes et ce qui se dit dans les messes aussi. Et donc, il va y avoir vraiment des conditions très draconiennes, mais dont les cultes reconnus vont se satisfaire parce que en contrepartie, ils sont subventionnés par l'État et donc ils ont un certain nombre de revenus. C'est ce système qui existe encore dans certaines parties du monde, ce système de droit conventionnel qui existe encore en Alsace-Moselle et qui est un système de laïcité parmi d'autres. Voilà. Parce que je commencerai par ça, avant d'aborder l'histoire proprement protestante. La laïcité n'est pas une spécificité française et elle prend des formes diverses, des formes juridiques diverses selon les traditions historiques et les contextes locaux. Deuxième chose à bien garder en esprit, il n'y a de laïcité que dans les pays démocratiques qui respectent l'état de droit et donc ne font pas de discrimination entre les citoyens. Donc ça, c'est juste en entrée. Et je vais revenir évidemment à ce qui m'a été demandé de traiter en balayant l'histoire très largement. Pour ceux qui s'y intéressent, ça va leur apparaître peut-être un petit peu rapide, mais le temps est compté et c'est surtout, je crois, la discussion qui a été jugée plus nécessaire et nous préciserons donc les choses si vous avez des questions précises. Donc c'est une idée qui a beaucoup circulé au XIXe siècle et qui est partiellement fausse. En revanche, ce qui n'est pas faux, c'est que la rupture de la réforme, évidemment, a fracturé et la vérité. La vérité avec un grand V, la vérité de l'Église, se trouve contestée au plus haut niveau par d'autres mouvements religieux qui vont devenir des confessions chrétiennes et qui vont avoir une autre vision de la vérité. Évidemment, le fait qu'il y ait plusieurs vérités, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, il y a un doute qui s'installe et que d'autres groupes vont contester les vérités des vérités. Et puis, il va y avoir toutes sortes de dissidences religieuses en Europe qui vont encore compliquer ce statut de la vérité. Et c'est plutôt par l'essor de ces dissidences, les sociniens, les anabaptistes, les quakers, enfin tout ce qu'on peut imaginer de dissidences protestantes, c'est par ces dissidences que la pensée de la liberté et de la liberté de conscience va peu à peu s'imposer pour comprendre, pour essayer de régler la paix en Europe. Parce que je vous rappelle que la réforme, c'est quand même 2 siècles de guerres sanglantes, civiles et religieuses, politico-religieuses plutôt que spécifiquement religieuses d'ailleurs, et que le grand projet des philosophes à partir du XVIe siècle, ou des politiques, des juristes qui sont dans les entourages des souverains, c'est de voir comment on peut revenir à la paix. Et peut-être ça résonne encore aujourd'hui, c'est les moyens de la paix, comment faire pour que les conflits sanglants s'apaisent et passent au simple niveau du discours et de la controverse et sortent de l'affrontement direct. Et donc cette pensée, elle va éclore en particulier dans les milieux qui se sentent persécutés. Donc ces fameux dissidents en Angleterre, aux Pays-Bas, dans la Suisse, etc. Et en Allemagne, bien entendu, dans les souverainetés allemandes. Et c'est à travers des gens comme Pierre Bayle, qui est un penseur français dont le frère a été exécuté après la révocation de l'édit de Nantes. C'est des penseurs comme John Locke, qui est lui-même issu d'une dissidence à l'anglicanisme. C'est un certain nombre de philosophes qui vont penser cette tolérance religieuse. Cette tolérance religieuse, elle ne va pas être acceptable tout de suite, ni par les catholiques, ni par les confessions majoritaires protestantes. Mais en revanche, du fait des mouvements de population, des changements de frontières suite aux guerres de l'Ancien Régime, eh bien, l'hypothèse d'un souverain d'un pays qui a une foi, une loi et un roi, ça ne va plus tenir du tout, parce qu'il va y avoir des minorités qui vont s'installer dans tel ou tel pays, et le système westphalien ne va pas
pouvoir perdurer dans ce sens, et il a fallu donc pour les souverains, et surtout les souverains des empires, et c'est en cela je pense à l'Empire austro-hongrois, inventer une politique qui permette de ne pas complètement persécuter les minorités qui sont sur leur territoire. Et les souverains, y compris les souverains absolus, qu'on appelle la monarchie absolue, vont avoir des politiques de tolérance civile. Tolérance civile qui donc donne un statut qui n'est pas tout à fait égal à celui des chrétiens majoritaires, mais un statut aux minorités religieuses et surtout un état civil, enfin quelque chose qui montre qu'ils existent effectivement. Ce qui sera fait très tardivement en France par l'édit de tolérance de 1787 de Louis XVI, qui va redonner un état civil à des personnes qui ne sont pas censées exister, puisque le mythe de la révocation de l'édit de Nantes, c'est qu'il n'y a plus de protestants en France. En fait, il y en a. Et donc, voilà. Et donc, les protestants ont été extrêmement attachés par cet acte royal de fin de règne, mais évidemment, en 1787, on ne pouvait pas le savoir. Et ils vont s'engager massivement dans la rédaction des cahiers de doléances, et en particulier sur le thème de la liberté religieuse, parce qu'ils ont obtenu un état civil, mais pas encore le droit de célébrer leur culte de manière officielle et publique. Et donc, on est là au nœud de ce qu'est le cœur de la laïcité, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens ou les sujets à cette époque, l'égalité civile, bien sûr, mais aussi l'égalité dans les droits, c'est-à-dire la liberté de conscience, bien sûr, mais aussi la liberté de manifester publiquement son culte. Vous savez bien que pendant le désert, au XVIIIe siècle, il y avait des cultes, mais ils étaient tout sauf publics. C'était des assemblées du désert, c'est-à-dire dans des coins reculés, toujours à la merci de la gendarmerie. Donc, c'est un combat qui a été un combat protestant. Ça s'est illustré par exemple, les discours et les voix politiques de Rabot-Saint-Étienne, un pasteur de Nîmes, qui va participer en particulier à l'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous connaissez cette phrase qu'il partage avec Mirabeau, il y a un petit peu une querelle de paternité là, qui dit « ce n'est pas la tolérance que je veux, c'est la liberté ». Et c'est effectivement à partir de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que chacun peut... Nul ne peut être empêché pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public par la loi. Donc finalement, la liberté de conscience et la liberté d'avoir la religion de son choix est enfin établie en France. Et c'est la première étape, si vous voulez, de la laïcité. Et c'est grâce à des personnes comme Rabot-Saint-Étienne, mais évidemment, il n'était pas seul à batailler pour cela, puisque c'était une des revendications de la philosophie des Lumières à la suite de John Locke, etc. Donc, ce combat pour la laïcité, il est fort pour les protestants, puisque la laïcité, pour eux, c'est la possibilité d'avoir un traitement égal par les autorités politiques, égal à tous les niveaux, et c'est ce qui va être réalisé, c'est pour ça que je commençais par le Concordat, ce qui va être réalisé par cette reconnaissance étatique qui non seulement leur donne la liberté de culte, mais leur octroie des temples. C'est ce qu'on voit ici au temple Saint-Éloi, un certain nombre de temples à l'intérieur même des villes. C'est très important puisque pendant toute leur expérience française depuis la Réforme, les protestants ont toujours eu leur temple à l'extérieur des villes pour ne pas faire de troubles à l'ordre public. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'acquis. Ensuite, les protestants vont accompagner ce programme et vont toujours être très sensibles à l'effet majoritaire, minoritaire et à conserver leurs droits. C'est aussi des protestants c'est un protestant qui a procédé à la première séparation des églises et de l'État en 1795. Mais c'était une séparation qui, ce serait trop long à expliquer, mais enfin qui lâche en fait l'Église constitutionnelle catholique et qui lâche du coup tous les cultes qui étaient le culte, enfin les juifs et les protestants en même temps. Il y a eu en même temps que cette séparation, une politique assez anticléricale qui n'a pas été là très appréciée comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, les protestants se sont attachés à la laïcité, au développement de l'école.
Et c'est à travers l'œuvre de François Guizot, qui était tout à fait protestant, Premier ministre longtemps inamovible de Louis-Philippe, et qui va créer les écoles communales, une dans chaque commune, et une école normale d'instituteurs dans chaque département. Donc il va organiser cette première esquisse de l'école publique, même si celle-là était quand même contrôlée essentiellement par les curés, et puis quand il y avait beaucoup de protestants, on y associait parfois le pasteur, mais pas toujours. Cette politique scolaire, elle va être continuée par tout l'entourage de Jules Ferry dans les années 1880. Ferdinand Buisson, au premier chef, qui est un protestant libéral d'origine suisse, de Neuchâtel, et qui n'est plus très pratiquant ni croyant, mais néanmoins qui garde une empreinte protestante très forte qu'on ressent à travers les circulaires qu'il va diffuser et la manière dont il va organiser l'école et créer la morale laïque, qui est la morale de nos pères, ce qui est un petit peu vague comme appellation, mais néanmoins qui compile, si vous voulez, de manière un peu laïcisée, les morales chrétiennes, la morale juive, la morale bouddhiste, enfin cette espèce de morale qui heureusement ne déparaît pas trop par rapport à la morale catholique, donc qui a été évidemment combattue, mais qui est passée assez bien. Et puis, ça a été la grande période de la laïcisation de l'État, donc commençant par l'école, en 1882, laïcisation de l'école, et puis laïcisation des cimetières, très important pour les protestants, puisque les cimetières étaient tenus par les paroisses, les églises catholiques, et les protestants, comme les comédiens, je vous rappelle, l'Ancien Régime, étaient condamnés à la fosse commune, ou parfois, dans certaines régions un peu protestantes, ils avaient le droit de faire des cimetières privés, mais de manière extrêmement discrète. Donc, laïcisation des cimetières qui permet donc une non-discrimination dans l'ensevelissement, laïcisation des hôpitaux, laïcisation de la justice, etc., etc. Et là, vous avez un certain nombre de protestants à la manœuvre. Enfin, les protestants vont être une voix majeure dans le projet de loi de séparation des églises et de l'État. Et face à un projet extrêmement anticlérical porté par le président du Conseil d'alors, Émile Combes, ils vont faire une campagne de presse dans un journal assez important, l'équivalent du Monde aujourd'hui, qui s'appelait Le Siècle. Campagne de presse pendant plusieurs semaines pour protester et pour réclamer plus de liberté pour les cultes et une séparation qui se fasse de manière libérale. Ils étaient influencés aussi par un penseur, un théologien du début du XIXe siècle, d'origine suisse, Alexandre Vinet, qui avait théorisé la nécessité pour l'Église d'être libre de toute attache de l'État et qui avait donc prôné la séparation des églises et de l'État. Donc là, se combinait finalement une proposition théologique et une proposition politique et qui trouvaient finalement à se rencontrer à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire que les protestants certains n'avaient pas peur de cette séparation parce qu'ils perdaient beaucoup. Ils perdaient évidemment les subventions étatiques, mais ils gagnaient aussi beaucoup en liberté parce que le système concordataire, des cultes reconnus, était un système assez policier et surtout il ne respectait pas le système presbytéro-synodal qui était jusque-là, qui était avant la révocation de l'édit de Nantes et qui était une tradition, vous savez, de démocratie ascendante par l'intermédiaire d'élections de synode et une direction qui était élective. Au XIXe siècle, dans le système napoléonien, ce synode était interdit jusqu'en 1872. Et évidemment, ça a empêché que les différentes régions protestantes, la diaspora extrêmement dispersée en France, puissent s'organiser entre eux. Et donc, c'était une vraie entrave à leur liberté. Donc, la séparation était pour eux une grande nouvelle. Alors, je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe. Et dire d'une part que les protestants ont joué le jeu de la loi de séparation des églises et de l'État, ce qui n'a pas été le cas ni des catholiques, surtout pas des catholiques, et ni des juifs. Ça, je l'ai appris récemment.
que les Juifs n'étaient pas organisés selon le système de loi d'association cultuelle loi 1905. C'est un peu subtil, alors je ne reviendrai pas là-dessus, mais plutôt ces associations beaucoup plus libres, plus proches des associations loi 1901 qui ont été prévues en 1907 pour inciter les catholiques à intégrer la loi, sans succès. Bon. Jusque-là. Donc, et finalement, c'est ce qui arrive maintenant, c'est qu'on est toujours dans ce système, enfin les protestants sont toujours dans ce système d'association cultuelle, et ils sont presque les seuls en France à mettre en œuvre ce système, qui est très particulier, puisque vous savez que chaque paroisse est une association cultuelle. Donc ça rend les choses extrêmement labiles et autonomes. Et donc... Quand il y a une loi comme la loi séparatiste, la loi confortant les principes de la République qui a été votée le 24 août 2021, pas dernier, le temps passe, eh bien, ce projet, c'est d'abord a voulu imposer ce système des associations cultuelles aux autres cultes qui ne l'avaient pas rejoint, et en particulier le culte musulman. Mais bon, alors c'est un petit peu technique, encore une fois, c'est juridique, mais enfin, ce qui est important, c'est de voir que finalement, cette docilité envers l'État républicain et le fait d'avoir appliqué ce système d'association cultuelle si bien, n'a pas été extrêmement payant pour les protestants, puisque ils ont, pour toutes sortes de raisons, plus de difficultés à mettre en œuvre et plus de difficultés financières en particulier pour entretenir leur patrimoine immobilier, sauf quand c'est celui de l'État, donc les quelques rares églises, comme vous en avez une à Rouen, ou comme il y en a 4 à Paris, sur tous les temples qu'on peut y trouver. Donc c'est quand même extrêmement peu important. Donc pour en finir, je dirais, et puis je pense qu'il y aura des questions, pour en finir, je dirais que jusqu'à nos jours, les protestants sont extrêmement attachés, étaient généralement extrêmement attachés à la laïcité et au fait à la fraternité aussi. Je rappellerai très rapidement qu'ils ont été majoritaires dans le camp Dreyfusard, qu'ils en ont été des moteurs, le premier parmi eux étant le président du Sénat, Scheurer-Kestner, et puis un certain nombre d'avocats et de personnes qui ont plaidé et qui ont appliqué ça donc dans une période très marquée par l'antisémitisme. Et puis, ils se sont aussi beaucoup mobilisés, ce n'est pas les seuls évidemment, mais cela a été retenu au moment de la clandestinité sous la Seconde Guerre mondiale pour servir de refuge, de nouveaux déserts, si je puis dire, pour les Juifs persécutés. Et une association comme la CIMAD est née à peu près, est née à cette époque-là, d'abord pour les réfugiés espagnols, et puis ensuite les réfugiés juifs, et jusqu'à nos jours. C'est peut-être pourquoi il y a une sensibilité forte à cette laïcité de liberté, cette laïcité libérale émanant de la loi de 1905, et les combats actuels contre les signes religieux, que ce soit à l'école ou dans l'espace public. Je vous passe toutes les péripéties, les plages, les piscines, les courses, les espaces sportifs, etc., choquent évidemment la plupart des protestants, parce qu'il y a ce sentiment d'anciennes victimes, d'anciennes minorités qui ont été persécutées pour leurs idées, pour la possibilité de vivre leur foi dans un espace public partagé. Eh bien, il y a cette sensibilité plus profonde peut-être aux discriminations possibles en matière de religion, et c'est ce qui a motivé, par exemple, l'œuvre de quelqu'un que vous connaissez tous, qui est Jean Bobéro en matière de laïcité, qui est vraiment à la fois l'initiateur protestant de cette histoire scientifique de la laïcité, et qui en même temps combat pour que celle-ci reste la plus libérale possible et la moins anti-religieuse possible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Madame Zuber pour cette présentation historique générale. Eh bien, Steve Debeau, je vous propose de prendre la suite avec un éclairage cette fois-ci beaucoup plus local, sur le rôle joué par les élites protestantes, à la fois dans la restauration du culte réformé et dans la loi de 1905. Bonjour à tous, merci encore de l'invitation.
Alors, moi je vais rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus concret. Alors normalement il s'allume. Oui. Tout d'abord, je vais dire que ces dernières années, ces dernières décennies, l'historiographie a cherché à remettre en valeur le rôle de personnes, on va dire, qui a longtemps été minorées, les femmes, les minorités et autres. Et là, je suis désolé, mais là, les notables au 19e siècle, c'est pas vraiment le cas. Voilà, j'atteins pas la parité, clairement. Je m'en excuse, mais voilà. Et pourquoi ce sujet ? Parce que en fait, l'Église réformée ou les Églises réformées sortent quand même, excusez-moi l'expression, un peu laminées de la période de la persécution. Et c'est pas du jour au lendemain que vont surgir des pasteurs, des temples, etc. Et ça va mettre des décennies à se mettre en place. Alors dans les grandes villes comme Rouen, comme Le Havre, il y avait déjà des choses. On utilisait par exemple au Havre les chapelles des ambassades étrangères ou des consulats qui officiellement étaient interdits aux Français pendant la période de la persécution, mais bon, c'était plus ou moins de facto un lieu de culte pour ceux qui pouvaient. Mais dans les zones rurales, par exemple, ça va mettre parfois très longtemps. Et la bourgeoisie protestante va jouer un rôle moteur dans ce redémarrage, dans cette restauration des églises réformées, parce qu'elle a les moyens de financer la reconstitution de temples ou l'achat d'églises catholiques pour les transformer en temples. Et c'est pas un phénomène propre à Rouen, on va le retrouver partout en France. Et bon, ici, donc je vais vous présenter le cas de Rouen, et à travers notamment, je vais pas démultiplier les exemples parce que sinon je vais vous perdre, mais notamment la famille Waddington, qui, comme son nom l'indique, est d'origine britannique. Et qui au départ n'est pas installé à Rouen en fait. Ils ont des usines à la limite entre l'Eure-et-Loire et l'Eure. Donc au départ c'est Saint-Rémy-sur-Arve côté Eure-et-Loire, et puis après il y en aura une deuxième, puis une dans la commune d'à côté, et puis ils en auront une à Nonancourt dans l'Eure, donc du côté normand cette fois-ci. Et au départ donc ils ne sont pas du tout implantés sur Rouen, ils produisent des tissus là-bas, et puis le personnage que je vais essayer de vous pointer, alors est-ce que ça, voilà, est-ce que vous voyez la souris ici, voilà. Alors je n'ai pas son portrait, c'est Thomas. Lui très tôt, ses grands-parents vont décéder, et il va se retrouver en charge de la fratrie, de l'usine, parce que son grand frère lui a une carrière d'archéologue et voilà, d'historien, il s'en fiche totalement de l'industrie. Donc Thomas, lui, va à contre-cœur se retrouver à gérer tout ça avec les frères et sœurs, et il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut voir sur cette généalogie abrégée, alors que son désir propre intérieur, ça aurait été des pasteurs. Voilà. Mais pour lui, bon, bah voilà, son père lui dit en plus, ne te marie pas tant que tes frères et sœurs ne sont pas élevés, reprends l'entreprise, etc. Donc pour lui, c'est bon, une vocation qui lui tombe dessus. Et à côté de son activité d'industriel, il va d'abord dans cette région-là, et puis après quand il va habiter Paris, puis après à Rouen, être très très actif dans la restauration des églises réformées. Donc je ne vais pas citer tout ce qu'il a fait, mais par exemple, à la fin des années 1810 et au début des années 1820, il est donateur et vice-président honoraire de la Société biblique de Paris. On le retrouve parmi les fondateurs de la Société des missions évangéliques. Il est membre du consistoire d'Orléans à l'époque où il réside donc au milieu de ses usines. Avec un pasteur congrégationnaliste, il effectue un séjour dans le Loiret, l'Eure-et-Loire, et il voit des communautés vers 1826-27 qui n'ont pas vu pasteur depuis la Révocation. Des gens qui font des heures de marche pour écouter des prédications, des cultes qui vont durer 3 heures. Et donc voilà, après cela il va financer dans 2 communes, alors dans 2 communes des temples. Alors il n'y a pas que lui, mais donc c'est le temple de Gobert qui aujourd'hui est toujours actif, mais c'est devenu une paroisse de l'Union des Églises évangéliques libres, et le temple de Patay qui lui est désaffecté. Voilà. Alors, je suis désolé, le jour où j'ai pu traverser ce secteur et prendre les photos, il faisait gris, donc les photos ne sont pas d'une très grande qualité, mais bon, on passera. Et puis après il s'installe à Rouen. Alors pourquoi ? Parce que à Rouen, c'est une plaque tournante de la production et de la commercialisation du textile. Vers les années 1850, la Normandie est en pointe dans cette industrie-là, devant le Nord, devant les Vosges. Et si la halle aux toiles s'appelle la halle aux toiles, c'est parce que c'était un lieu de commercialisation de la production. Donc on n'est pas très loin du Havre pour l'achat du coton brut, et à Rouen, il y a la commercialisation. Et donc il va se faire souche à Rouen. Et donc là, vous avez... Alors le premier château que vous avez, c'est le château des Waddington, au milieu de leurs usines à
Saint-Rémy, et le deuxième, c'est ceux qu'ils avaient à la limite de Rouen, Saint-Léger-du-Bourdonny et Darnétal. Voilà. Et d'ailleurs, à Darnétal, il finance la construction d'un temple, celui que vous avez en bas, et en plus, il fait un legs pour assurer financièrement le culte. Il fait un legs à la paroisse de Rouen pour qu'elle puisse assurer financièrement le culte. Voilà. Et il est actif dans tout un tas de chapelles et de réseaux. Il décède en 1869 et par la suite, son fils Richard prend la direction des usines. Alors Richard, c'est celui ici un peu plus bas. Il a aussi dans les usines du secteur de Dreux, donc des ouvriers prussiens. Alors qui ont un temps été expulsés au moment de la guerre de 1870, mais la plupart sont revenus et bon nombre sont protestants. Et pour eux aussi, il va financer un autre temple à Nonancourt dans l'Eure. Je reviendrai au rôle de Richard et de son frère William parce qu'ils ont été ils ont eu un destin, une belle carrière politique, en particulier William. Et ce que dit le consistoire réformé de Rouen au décès de leur père, ils disent: il a été depuis près d'un demi-siècle un des instruments les plus bénis de Dieu pour le relèvement des églises réformées de France, membre fondateur de la plupart de leurs sociétés ou de leurs œuvres religieuses auxquelles il a multiplié jusqu'à la fin les témoignages de sa charité. Il a particulièrement honoré et servi l'église de Rouen. Comme membre du consistoire, il a été par sa piété aussi ferme que large et tolérant, par son esprit initiateur et pratique, par sa connaissance des besoins et des intérêts de nos églises, l'une des plus grandes forces et de ses plus pures lumières. Et puis, je vous avais promis quand même un petit peu une figure féminine. Alors, je vais vous parler de Aline Fouret. Elle, est fille aussi d'un riche filateur, donc un industriel du textile. Son père est aussi membre du consistoire, adjoint. Par la suite, il a été adjoint au maire de Rouen. Alors, en termes de précurseur, là, par contre, ses parents ne sont pas très précurseurs puisqu'ils l'empêchent de poursuivre loin ses études. Mais moi, elle est quand même apte à lire non seulement le français, mais aussi l'anglais et l'allemand. Voilà. Et dans ses écrits personnels, elle s'exprime sur tel ou tel ouvrage. Voilà. Et dans son cas, veuve d'un pharmacien, elle gère elle-même la liquidation de l'officine, puis elle se remarie avec un pasteur de Rouen, Henri Gast. Et si certains connaissent Éric Gast, qui pendant plus de 20 ans était président de l'EHPAD protestant de Rouen. Si je ne me trompe pas, ce sont ses arrière-grands-parents. Voilà. Et elle, par exemple, elle donne au moins 10% de ses revenus à l'église. Elle participe au financement de la construction du temple de Sotteville-les-Rouen, de l'embellissement de celui de Petit-Queville, de la création d'un poste de pasteur sur la rive gauche de Rouen, donc pour ces temples. D'un poste de pasteur des Villers-Rouen plutôt. Et elle finance aussi les unions chrétiennes de jeunes filles ou d'autres associations comme ça. Voilà. Et à cette époque-là, la paroisse est gérée par ce qu'on appelle un consistoire. Et le consistoire, alors l'église est ce qu'on appelle une église consistoriale qui doit répondre à des normes. En moyenne, le gouvernement prévoit qu'il doit y avoir une église pour 6000 protestants. Et on est à peu près à ce niveau-là, simplement ça ne correspond pas forcément aux besoins sur place. Et le problème des articles organiques que Napoléon Bonaparte octroie aux protestants, c'est que c'est un cadre très rigide, il ne permet pas d'avoir un synode national. Il interdit aux luthériens d'appeler leurs responsables des évêques parce qu'on laisse ça la primauté aux catholiques, donc on va les appeler des inspecteurs ecclésiastiques. Il interdit au départ que le siège des églises consistoriales se trouve dans les villes épiscopales. Donc à Rouen, on va officiellement appeler l'église de Blosville-Bon-Secours, parce que c'est l'ancien nom de la commune de Bon-Secours, parce que ça ne connaît pas l'église de Rouen au départ, même si le temple se trouve à Rouen. Bon, ça, par la suite, ça va être abandonné. Mais en tout cas, voilà, le consistoire. Et s'il y a plusieurs paroisses dans l'église consistoriale, elles peuvent être gérées par des conseils presbytéraux. Voilà. Et le consistoire va réunir les pasteurs, des élus des différentes paroisses qui vont être membres du consistoire et des représentants des conseils presbytéraux. Bon, c'est un système un petit peu compliqué. À Rouen, pendant longtemps, ils n'ont pas fait de conseil presbytéral, alors qu'ils devaient en avoir, parce qu'il y avait aussi un conseil à Elbeuf qui dépendait de cette église-là. Et tout le département de l'Eure, au départ, dépend de l'église de Rouen. Voilà. Et dans ce consistoire, alors en fait, c'est vraiment une église notable parce que jusqu'en 1905, les femmes n'ont pas le droit de vote. Au moins, elles l'obtiennent en 1905 dans l'église réformée de France, qui est beaucoup plus tôt qu'au niveau politique. C'est déjà un progrès. Mais donc, on a dans ce consistoire de à peu près 14 membres, ça dépend des années, mais on a 3 pasteurs et on a 7 industriels du textile en activité ou retraités, par exemple. Donc, on va retrouver Thomas Waddington, puis son fils Richard, et puis le père d'Aline Fouret. Enfin, voilà. C'est une église, les responsables de l'église sont des notables. Au début 20e, ça va changer un peu parce que, notamment aussi, l'élection va être plus ouverte avec le vote féminin, mais aussi parce que le textile va connaître des crises dans notre région et donc la position de ces grands notables va se réduire. Et puis, il y aura quand même, par exemple,
Annick Mazurel, qui a été président du conseil presbytéral de cette église. Son grand-père, William Clamageran, qui était un armateur, a été très longtemps le trésorier de la paroisse. Et d'ailleurs, il savait mettre à contribution ses amis notables quand il fallait renflouer les caisses en fin d'année. Voilà, c'était voilà. Il leur disait combien il devait donner, en fait. Voilà. C'était un don volontaire, mais très guidé. Alors, plusieurs de ces personnages vont avoir des carrières politiques. Alors à Rouen, il y a eu entre 1870 et 1913 4 parlementaires protestants. Enfin, en fait, il y en a 3, c'est Wannington, Maurice Lebon et Ricard. Et puis Pierre-Jules Le Souef, lui, il est élu dans le Pays de Caux, du côté d'Yvetot. Mais il passe 5 mois de l'année à Rouen, il passe l'hiver à Rouen et il est membre de la paroisse. Donc je l'ai associé. Et très clairement, ils sont républicains. Hein. Dans la région, la majorité des grandes élites républicaines, soit le sont déjà sous le Second Empire, ou alors au départ, ils étaient encore orléanistes, ce qu'on appelle les libéraux, entre orléanisme et république. Voilà, ce qui leur apportait, c'était la liberté, le modèle économique. Mais très vite, ils vont basculer dans le camp républicain. Ils vont mettre en place des politiques de laïcisation de l'école, de l'assistance publique, parce qu'au 19e, l'assistance publique est encore très marquée par les associations religieuses. Et notamment, Maurice Lebon et Louis Ricard, avant d'être députés, ont été maires de Rouen. Alors Ricard dans les 1880-86 et Lebon 86-88. Et puis au Havre, il y a eu à la même époque Jules Siegfried, qui a eu le droit à un colloque de 2 jours et demi en octobre à l'université du Havre. Voilà. Et pourquoi je parle ? Parce qu'ils sont forcément en lien, parce qu'ils siègent ensemble au conseil départemental. Et lorsque certaines élections ont lieu sur des listes départementales, que ce soit les sénatoriales ou quelquefois les législatives, ils sont sur les mêmes listes. Voilà. Et parmi dans leur rôle de maire aussi, il y a toujours un rapport avec la question religieuse, parce que par exemple Louis Ricard fait interdire les processions publiques qui défilaient dans la rue. Et puis Maurice Lebon, lui, il est confronté aussi au problème. Il y a par exemple une conférence de l'abbé Garnier à la cathédrale de Rouen. C'est un abbé qui a fondé l'Union nationale, qui est un mouvement catholique nationaliste, monarchiste, antisémite et antimaçonnique. Et quand il fait intervenir la police, parce qu'il y a des échauffourées avec les anticléricaux, ça provoque un scandale dans une population à 90% catholique, et lui il décide carrément de démissionner. Donc on voit que la question religieuse dans ces années 1890, on va dire fermente, et puis ça se télescope un peu avec l'affaire Dreyfus. Alors il ne faut pas caricaturer les positions. Certains qui vont s'affirmer par la suite très dreyfusards au départ, tout accuse officiellement, puisque le dossier secret qui accuse Dreyfus, il n'y a rien dedans, mais on le dit qu'il est rempli de preuves contre lui. Donc à premier abord, Dreyfus semble coupable. Donc, par exemple, Louis Ricard, qui pourtant bascule des républicains de centre-gauche chez les radicaux, au départ, il s'oppose à la révision, puisqu'il semble que Dreyfus soit coupable. Alors que, par exemple, Maurice Lebon, lui, qui soutient un gouvernement républicain assez centriste, le gouvernement Méline, très tôt, lui, s'affirme comme dreyfusard. Et en 1890, au moment des législatives, écrit une lettre aux électeurs en disant que puisque les républicains ne se mettent pas d'accord sur la question, il décide de ne pas se représenter. Parce qu'il ne veut pas aller contre ses convictions dreyfusardes. Voilà. Et au sénatorial de 1900, plusieurs candidats dreyfusards perdent leur poste, et c'était le cas l'ancien maire du Havre, Jules Siegfried, qui était passé de la Chambre des députés au Sénat, comme avait fait Richard Wannington. En 1900, Siegfried perd son poste, notamment parce qu'il s'affichait clairement comme un dreyfusard. Et encore sur l'affaire Dreyfus, chose qui peut être anecdotique, mais qui est assez révélateur, le seul député de droite qui vote la révision du procès est protestant. Est un monarchiste, c'est Conrad de Witt, qui est le gendre de François Guizot, qui est député du Calvados, pas très loin, et qui lui avait voté la révision, et qui perd en 1902 son poste lors des législatives. Là aussi, dans une circonscription très conservatrice, sa prise de position dreyfusarde n'est pas passée. Et donc on a une fermentation, et quand on arrive aux législatives de 1902, alors on parle plus forcément de l'affaire Dreyfus, mais on a quand même des étudiants des Beaux-Arts de Rouen qui crient des slogans antisémites dans les rues, des commerces dont le patronyme est à consonance hébraïque sont vandalisés. Donc voilà. Et puis au fil des années, il y a quand même une cristallisation qui s'est faite. Et ce qu'on a appelé la gauche républicaine, ce qui était au départ le centre-gauche, qui s'est un peu décalé un peu plus vers le centre, parce que sont apparus après les radicaux les socialistes à leur gauche, et bien à un moment se fracture. Alors ça dépend des régions, ça dépend des positionnements locaux, mais ici globalement on a certains anciens de la gauche républicaine qu'on appelait les progressistes, qui sont tentés de tendre la main aux anciens conservateurs monarchistes ou bonapartistes qui se sont ralliés à la République.
Et d'un autre côté, on a d'autres qui préfèrent l'alliance avec les radicaux, voire qui sont parfois soutenus par les socialistes. Ça va, on va dire, créer une cassure dans l'ancienne gauche républicaine, en fait. Voilà. Alors, petite chose, il y a quand même eu un élu monarchiste protestant de Rouen, mais qui très vite après est parti dans l'Eure où il possédait un château. Et donc, il est resté que quelques années. C'était Edgar Raoul Duval, un famille qui a donné au protestantisme non seulement des négociants, mais aussi au moins quelques pasteurs. Et qui, lui, en 1887, à la fin de sa vie, alors qu'il a été tantôt proche des orléanistes, tantôt proche des bonapartistes, écrit un manifeste pour une droite républicaine, cette fois-ci, donc convertie à la République, conservatrice et libérale. Et au moment de l'élection de 1902, donc, on a une cristallisation. Et un ensemble, alors qu'on a un archevêque à Rouen qui est assez proche du gouvernement républicain, qui joue le jeu de ce que le pape Léon avait souhaité, hein, le ralliement des catholiques à la République. Il est clairement en phase avec ça, il a des bonnes relations avec le préfet. Il y a tout un ensemble d'institutions laïques, catholiques, excusez-moi, dans le domaine de la bienfaisance, de l'éducation et autres, qui n'ont pas du tout apprécié les politiques de laïcisation d'un Louis Ricard ou d'un Maurice Lebon, qui font clairement campagne contre ces candidats républicains. Et là, on va avoir en face de ces républicains de gauche, alors Ricard qui est un radical, mais qui est soutenu par un spectre très large, de Richard Waddington qui lui est très centriste jusqu'à la plupart des fédérations socialistes. Et en face de lui, vous allez avoir un candidat républicain, mais qui glisse plutôt vers le centre-droit, qui va être soutenu par des monarchistes, des nationalistes, quelquefois qui a un petit peu, on va dire, honte de ses soutiens, en quelque sorte. Un petit peu comme en Italie, si vous voulez, où quelques années, on a eu des listes, à cause du scrutin majoritaire à la proportionnelle, vous aviez des centristes de centre-gauche qui étaient soutenus par des nostalgiques de l'URSS, et des centristes de centre-droit qui étaient alliés avec des néofascistes, si vous voulez. Bon, toute proportion gardée, c'est un petit peu ça, si vous voulez. Et dans le département, c'est une vague de la droite, des progressistes jusqu'aux conservateurs, qui remportent 11 sièges sur 12. Maurice Lebon père, Louis Ricard père, il démissionne. Le seul qui survit à cette vague-là, c'est l'ancien maire du Havre, Jules Siegfried, qui avait perdu 2 ans avant au Sénat et qui, là, récupère un poste de député qu'il conservera jusqu'à sa mort pendant 20 ans. Et d'ailleurs, en 1919, il déposera une proposition de loi sur le droit de vote des femmes qui, malheureusement, lui, ne verra pas l'aboutissement de son idée. Et c'est un séisme pour la municipalité qui avait clairement fait campagne pour Maurice Lebon et Louis Ricard, qui décide de démissionner. Et là, les élections sont perdues et, on va dire, le centre-droit va remporter la mairie de Rouen pour jusqu'à un quart de siècle, 25 ans. Et on s'aperçoit qu'il y a quelques figures protestants qui font partie de cette nouvelle majorité, alors soit à la mairie, soit dans les élections départementales, et eux qui vont s'affirmer plutôt en opposition au gouvernement de gauche, de centre-gauche, des gouvernements Waldeck-Rousseau, Combes. Et même Richard Waddington, lui, va s'opposer assez fermement à ces gouvernements-là. Alors au moment du vote de la loi de 1905, comme plusieurs de ces protestants ont perdu, ils ne sont pas là pour voter. On ne sait pas forcément ce qu'ils auraient voté tous. Bon, un Louis Ricard qui était un radical convaincu, on a assez peu de doute. Il soutient d'ailleurs dans son testament beaucoup d'associations laïques. Mais d'autres, on peut se poser la question. Jules Siegfried, lui, est absent le moment du vote, mais dès les années 1870, dans son journal personnel, il soutient l'idée d'un journal qui, pour éduquer la population, serait républicain, démocratique et pour la séparation. Ce qui n'empêche pas de considérer que l'école devrait être déconfessionnalisée, mais devrait conserver la lecture des évangiles comme base de ce qu'on a appelé par la suite la morale laïque. C'est-à-dire qu'il veut une étude non religieuse des évangiles. Voilà. Et à l'Assemblée, donc il n'y a plus de protestants rennais. Au Sénat, Waddington vote contre la loi de séparation. Là. Il a même voté un an plus tôt contre l'éviction des congrégations religieuses de l'enseignement. Voilà. Donc très clairement, il garde une position très centriste et il est dans un groupe dont 8 membres vont voter pour la séparation, mais 69 contre. Voilà. Et il est non seulement sénateur, mais aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il a un soutien qui est très large. Et à Rouen, s'afficher pour la séparation, c'est très clivant. Et puis, pour terminer, puisque j'arrive à la fin, un an après, ou même dans les mois qui ont suivi, puisque c'est au début de l'année 1906, le vote de la loi, a lieu l'inhumation d'un autre notable de Rouen, et à cette occasion-là, le pasteur Wilfred Monod, qui est encore poste à Rouen, avant qu'il aille à l'Oratoire du Louvre à Paris, fait la cérémonie, et devant des grands patrons qui sont globalement assez opposés à cette loi de séparation, et puis en plus assez opposés au parti radical qui propose l'impôt sur
le revenu, alors que bon, c'est pas leur tasse de thé. Le pasteur Monod va faire un commentaire de ce qu'a dit le ministre du Travail, Viviani, qui avait profité de la loi de 1905 pour dire « Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Lorsqu'un misérable fatigué du poids du jour ployait les genoux, nous l'avons relevé, nous lui avons dit que derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble et d'un geste magnifique, nous avons éteint des lumières qu'on ne rallumera plus. » Sous-entendu, on a fait comprendre à la population que, voilà, il y a un petit peu comme dans le champ de l'international, il n'y a pas de sauveur à attendre. Et Wilfred Monod, lui, va faire un discours, il va reprendre point par point ce qu'a dit le ministre pour démonter cela, en fait. Et c'est l'image aussi de beaucoup de protestants qui ont été certes plutôt favorables à la loi de séparation, mais qui ne veulent pas une laïcisation qui serait poussée à l'extrême, en fait. Une société où la religion ne serait plus qu'un aspect marginal de la vie des hommes. Voilà. Et ça, on le retrouve. Et puis, pour terminer, au moment des débats qu'il y a eu, parce que cette loi de séparation arrive au moment où il y a 30 ans au moins 30 ans d'affrontement assez fort dans l'Église réformée de France entre libéraux et évangéliques. On a dans les deux camps des gens plutôt pour ou contre la séparation, mais globalement le soutien était plus fort chez les évangéliques. Et cela, c'était notamment pour une question si on veut, de pureté de la doctrine. C'est-à-dire qu'une église qui est liée à l'État ne fait pas ce qu'elle veut. Hein. Et dans l'église de Suède, par exemple, l'église luthérienne, vous avez des partis politiques qui sont représentés. Et des partis politiques qui vont influer sur la doctrine. Là, il y a eu des débats, notamment ces dernières décennies, sur les mœurs, de personnes qui, puisqu'ils sont baptisés, votent, alors qu'on ne les voit jamais à l'église, vous voyez. Et donc, certains évangéliques, au nom de la pureté de l'église, considéraient que l'église serait plus libre. Et en plus, étant dans une dynamique d'évangélisation, il fallait toujours demander l'avis de l'État quand il s'agissait de construire un temple, d'avoir un poste de pasteur, de créer une nouvelle paroisse. L'État qui est toujours proche de ses deniers, moins il en accorde, mieux il se porte. Et donc, pour certains, l'église avait besoin aussi de cette liberté-là. Et pour terminer, quand je vous ai montré des photographies, notamment du temple de Patay, de Gobert plutôt, qui est aujourd'hui une paroisse évangélique libre. Ces églises-là ont été en partie fondées par des réformés, ce mouvement-là, dans les années 1848, dissidents, parce que, ils s'opposaient au mouvement libéral qui était assez fort au milieu du 19e siècle. Et puis ils ont été rejoints aussi par des églises évangéliques nées de ce qu'on appelait le réveil de Genève, totalement autonomes, mais qui ont voulu aussi cette liberté par rapport à l'État. Voilà. Donc, parce que parfois on a l'impression que la loi de 1905 est une protection du politique vis-à-vis d'une interférence du religieux, mais on peut aussi la voir comme une protection du religieux vis-à-vis de tentations du politique de contrôle, comme ce qu'on peut voir dans les régimes en effet non démocratiques. Voilà. Martine Bonzé, c'est à vous. Merci. Puisque je me suis intéressée beaucoup plus. Je me suis intéressée surtout au Temple Saint-Éloi, mais pas simplement le Temple Saint-Éloi pour le Temple Saint-Éloi, mais aussi à travers les registres du Conseil presbytéral, qui ont été tenus avec beaucoup de régularité et beaucoup de rigueur, ce qui fait que j'ai appris des tas de choses sur les préoccupations principales de la communauté protestante à partir donc de la fin du XVIIIe siècle. Et moi, là, je ne suis pas allée jusqu'à... pour l'instant, cette étude s'arrête à 1847, puisqu'un registre s'arrêtant en 1847, je me suis arrêtée aussi là, parce que sinon ça m'entraînait beaucoup trop loin, et j'avais pas le temps. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans le concordat, dans l'acceptation du concordat. Alors le concordat, il date de 1801, l'attribution officielle de Saint-Éloi, c'est 1803. Bonaparte a lui-même signé l'attribution officielle de cette église. À la communauté protestante, et le premier culte a eu lieu au tout début de l'année 1804. Donc on est bien dans cette organisation du concordat, cette reconnaissance aussi du concordat qui accorde donc la liberté non seulement de culte, mais qui donne officiellement un lieu où les assemblées protestantes peuvent avoir lieu. Et ça, les protestants ont été vraiment ravis. Cette église, elle est bien antérieure au début du 19e siècle, puisqu'elle date du XVIe siècle. Alors je ne vais pas refaire l'histoire, vous connaissez tous le temple Saint-Éloi, vous avez tous pu admirer l'intérieur et savoir que c'est une église qui date du XVIe et qui a été donc commencée en gothique, qui a des aspects Renaissance très nettement dessinés dans la façade par exemple, et dans certaines fenêtres, je ne vais pas revenir là-dessus, vous voyez bien dans vos têtes où on pose le regard dans cette église, et qui a été très fortement remaniée
à l'intérieur au XVIIIe siècle, donc pour faire correspondre sans doute, je dirais, le goût baroque. Bon, baroque, mais aussi une volonté contre-réforme. Hein. Donc cette église a été transformée, on a coupé l'abside en deux et on a mis des grandes plaques de marbre vert qui effectivement font très riche. Et puis Martinet, donc cet architecte qui a procédé à toutes ces transformations, a aussi transformé les colonnes, enfin les piliers. Il en a fait un peu un aspect temple grec qui n'est pas toujours apprécié. Et c'est dans une même période aussi qu'on a fait l'orgue. Donc 1730 et 1731, on commence à construire l'orgue que vous connaissez parce que le buffet est de cette époque-là et que le buffet, donc, c'est la partie visible de cet orgue que l'on voit encore aujourd'hui. Alors, les protestants, en fait, à Rouen ne partent pas de rien. Enfin, je m'explique un peu. L'édit Tolérance, donc, de 1787 leur donne effectivement un état civil, mais ils sont encore présents à Rouen. On ne sait pas bien combien il y avait de familles. Bon, j'ai lu à un moment donné qu'il y avait 213 familles, mais je ne l'ai pas lu plusieurs fois, donc je ne peux pas vous dire si c'était vraiment ça. Mais des familles qui, dès 1787, sont capables de se reconstituer parce que, bon, ils ont un pasteur. Le pasteur Mordant est installé à Rouen depuis 1778, donc la communauté, elle vit autour du pasteur. Et dès la nationalisation des biens du clergé, ils demandent officiellement, par des pétitions, parce que, bon, ils aiment bien s'exprimer par pétition, ces protestants, ils demandent d'avoir un lieu de culte. Alors, on est en 1789, ils ne vont pas avoir tout de suite un lieu de culte, mais à partir de 1792, on sait qu'ils ont demandé donc l'église Saint-Lô, donc à côté de l'actuel lycée Camille Saint-Saëns. Ils ont aussi fait un bail pour l'église Saint-Vigor. Ils ont aussi fait un bail plus tard, vers 1795, à la chapelle des Mathurins. Et puis après, ils sont revenus donc à Saint-Lô. Et vous voyez, ils cherchaient et ils ont obtenu à chaque fois des autorités, des autorités municipales, ils ont obtenu par location la possibilité d'avoir une salle, voire ils sont même allés à l'archevêché d'ailleurs. Donc vous voyez, ils ont toujours eu la possibilité de faire le culte. Alors, ils ont obtenu Saint-Éloi en 1803, comme je disais tout à l'heure. Ils ont demandé plusieurs autres églises, à un moment où ils sentaient bien que le pouvoir allait leur donner un lieu. Ils ont demandé même Saint-Gaudat, mais ils ont eu Saint-Éloi, alors qui était en mauvais état, mais qui avait été vendu comme bien national et qui avait été transformé en magasin de fourrage, mais aussi en fabrique de plomb à cause du clocher qui faisait bien de l'aspiration pour faire des grands feux. Et d'ailleurs, le plomb va rester un certain temps, puisque en 1825, le consistoire va vendre ce plomb qui est resté pour avoir un petit peu de sous pour continuer effectivement à faire des travaux. Mais en 1803, donc l'église est en mauvais état, mais elle existe. Elle n'a pas été trop endommagée quand même. Et la communauté protestante fait un inventaire, mais alors pas toute seule, elle fait un inventaire avec la municipalité. Ça se fait très officiellement, l'inventaire, donc non pas de l'état de l'église, mais de ce qu'il y a à l'intérieur d'une église, puisque c'était une église. Donc on sait qu'il y avait 450 chaises qui ont été payées par la communauté pour pouvoir s'asseoir, bien sûr. Donc il y avait aussi des stalles qui sont restées, que vous voyez encore dans le temple. Et donc ils ont dû payer tout ça parce qu'ils ont payé à la fabrique, donc à la fabrique catholique qui s'occupait de l'église avant avant la Révolution, mais qui s'en était aussi un petit peu occupé à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, ils payent pour que les chaises leur soient à eux. Mais la fabrique catholique, bon, ça c'est un petit détail, mais demande à ce qu'il y ait aussi règlement pour le bedeau qui officiait avant. Et là, la communauté va refuser en disant non, on ne va pas accepter de payer pour un bedeau. Donc, ils acceptent les travaux, de payer les travaux, et comme ça, ils rentrent donc en jouissance de l'église. À la fin de l'année 1803, le préfet Beugnot leur donne effectivement officiellement les clés de l'église qui devient très rapidement un temple. Alors, cette église, elle est en mauvais état, je l'ai dit, et je suis allée aussi consulter les archives municipales, et il a fallu au moins demander 10 fois au cours du 19e siècle la possibilité de faire des gros travaux, parce que dès qu'il y a réception de cette église, il y a travaux. Il y a vraiment toujours
toujours eu un souci de conserver l'édifice, mais aussi de le maintenir en état, et ça n'a pas été une mince affaire. C'est toujours pas d'ailleurs une mince affaire que de maintenir cet édifice en état, mais on peut dire quand même que les travaux qui avaient été faits, l'embellissement qui avait été fait au XVIIIe siècle, donc les travaux baroques, ont vraiment fragilisé l'édifice, qui a un petit peu bougé d'ailleurs, mais qui a effectivement donné beaucoup d'humidité, surtout vers l'extérieur, et c'est contre ça que pratiquement toutes les périodes de travaux vont lutter au XVIIIe siècle, c'est lutter contre cette humidité qui s'est infiltrée. Alors, les travaux du XVIIIe ont beaucoup, fragilisé l'édifice, mais les transformations du XIXe aussi. Alors, je ne sais pas si vous savez que jusqu'en 1859, et ce à partir du XVIIIe siècle, il y avait eu des boutiques, un marché aux volailles installé sur le long de la façade nord de l'édifice. Et donc, dès qu'ils prennent réception de l'édifice, les protestants vont demander à ce que ces boutiques soient retirées, parce que ils n'ont pas encore conscience qu'il y a eu des dégradations, mais ils savent très bien que ça sent pas très bon. Et en plus, parce que dans le courant de, comme il y a un marché aux volailles et aux cochons, il n'est pas rare que les paroissiens arrivent le dimanche et doivent pousser un peu les poulets qui ont été vidés, les cochons qui ont été vidés, et donc il y a les odeurs sans doute, même si au 19e c'est pas le même sens de l'odeur, mais c'est surtout effectivement qu'on peut glisser dessus et tout ça. Alors ils vont, là encore par des pétitions, le consistoire va vraiment chercher à se débarrasser de ce marché, et ce n'est qu'en 1859 qu'ils vont réussir à ce que la municipalité accepte qu'il n'y ait plus ce marché, mais c'est là en retirant les baraquements qu'il y a contre le temple, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de problèmes d'humidité et de pierres qui ont été disjointes, et ça va occasionner bien sûr des travaux supplémentaires. Bon, donc ça c'est vraiment une partie. Alors à l'intérieur, au 19e siècle, le temple il connaît aussi quelques transformations, surtout donc à propos des vitraux. Alors la gloire est arrivée au 18e siècle, et si vous voyez bien où elle est placée dans le fond de l'abside, et donc le vitrail central qui se trouvait donc au fond de l'abside, qui est sans doute le plus beau vitrail, qui date de 1530 et qui représente la crucifixion, avait été caché par la pose de la gloire par-dessus, donc on a muré cette fenêtre, tout en laissant, à la fin du XVIIIe siècle, tout en laissant le vitrail. Donc au début du XIXe siècle, en 1865, le directeur du musée des Antiquités va demander à ce que le vitrail soit retiré, parce que on ne le voit plus, mais en plus, de par le fait que par l'extérieur, la fenêtre a été murée, le vitrail s'abîme. Donc il récupère comme ça, le musée des Antiquités récupère ce vitrail, de même qu'il récupère 7 panneaux d'un autre vitrail qui est celui du miracle des billettes. On dit des billettes ou des billettes, je ne sais jamais, mais le miracle du juif, le vitrail du juif et de l'hostie, qui est toujours au musée des Antiquités, qui a été mis dans une des salles du musée des Antiquités, alors que la crucifixion, donc ce magnifique vitrail de 1530, il a été déplacé à l'église Saint-Hilaire, Saint-Nicaise, pardon, pas Saint-Hilaire, après l'incendie que l'église a subi en 1934. Donc si vous voulez voir la crucifixion de Saint-Éloi, il faut se déplacer vers Saint-Nicaise, mais l'église est fermée. Donc vous voyez, c'est un petit peu difficile. Bon, mais enfin, on le voit de l'extérieur. Moi, je l'ai vu de l'extérieur. Il suffit d'avoir une belle lumière et on aperçoit la crucifixion, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Donc voilà. Et donc au 19e siècle, quelques transformations aussi, dans plus le confort. La chaire que vous avez du pasteur, elle est du 19e. Les bancs ont remplacé les chaises. Il y a eu aussi le pavage de l'intérieur pour rendre un peu plus confortable, parce que là aussi, ça a lutté contre l'humidité, parce que les pieds étaient un petit peu au frais. Bon, alors moi, quand je vois un peu le nombre de campagnes de travaux qu'il y a eu dans ce temple au 19e siècle, donc plutôt au début du 19e siècle, parce que je ne suis pas allée plus loin, je suis quand même étonnée que dans le consistoire, il n'y ait jamais eu de contestation quant à cet édifice qui a quelque chose de grandiose pour la communauté, mais qui est quand même extrêmement, qui soucie. C'est une des préoccupations, je dirais, principales, toute la première moitié du 19e siècle, des comptes rendus du consistoire. Alors, il y
y aura deux autres que j'évoquerai après, deux autres préoccupations, mais ce temple, c'est vraiment un souci. Et les paroissiens sont quand même mis à contribution. Alors, c'est pas eux qui payent vraiment les très gros travaux, puisque ce temple appartient à l'État depuis le Concordat. Donc c'est l'État, mais qui s'est déchargé aussi sur la municipalité. Alors ça fait qu'il y a des lettres et des correspondances très, très fréquentes entre la municipalité, le préfet, qui représente l'État, et donc le consistoire, pour savoir à quel moment on peut faire des travaux pour réparer ce temple. Alors, 19e siècle, beaucoup de travaux. 1892, on a quand même un architecte des monuments historiques, monsieur Simon, qui a dressé un état très sombre de l'état général de Saint-Éloi. Et les travaux vont continuer après, mais oui, c'est vraiment toujours une préoccupation. Alors, début du 20e, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas consulté encore les registres, mais je sais que les bombardements du 19 avril 1944 ont endommagé Saint-Éloi, ont endommagé surtout dans la toiture, mais l'ont pas mis complètement par terre, alors que le reste du quartier est totalement en ruine, et Saint-Éloi est resté debout. L'hôtel de Bourteroule a subi beaucoup plus de dégâts que Saint-Éloi, mais ce qui fait quand même des dégâts suffisamment importants pour que Saint-Éloi soit fermé jusqu'en 1950. Il fait partie donc de ce quartier qui est l'îlot 61 de la restructuration du quartier. Il va y avoir beaucoup de baraquements sur la place Martin Luther King jusque dans les années 60, mais le temple, lui, donc comme je disais, est réouvert en 1950. D'ailleurs, c'est une autre église, l'église Saint-Laurent, qui va accueillir pendant quelques années le culte donc de la communauté. Il ouvre donc... alors, il n'y a pas que on recommence les travaux dès 1955, donc des campagnes de travaux, et on ne fait pas simplement des travaux sur le temple lui-même, mais sur l'orgue qui lui-même nécessite toujours des travaux jusque donc dans les années 1975. Je crois que c'est l'année où il a été démonté, nettoyé, emmené en Lorraine, je crois, et remonté ensuite et inauguré en grande pompe. Mais donc ça fait partie de ces soucis que la communauté va toujours avoir, donc, et que l'on note dans les registres. Alors pour terminer, donc je trouve pour terminer sur Saint-Éloi, je dirais quand même que Saint-Éloi, depuis que les monuments historiques l'ont classé en 1911, a toujours fait l'objet d'un grand intérêt. Il a retrouvé son aspect lumineux, qui a toujours été loué depuis le XVIIIe siècle. L'intérieur de Saint-Éloi est lumineux. Bon, on ne peut pas dire de l'extérieur de Saint-Éloi, qui est, par contraste, est vraiment très très noir. Mais je terminerai sur Saint-Éloi, sur l'étude de Saint-Éloi, en disant quand même qu'on ne peut pas oublier, en 2018, il y a eu cette campagne de travaux pour transformer la place Martin Luther King, mais il y a eu effectivement la découverte ou la redécouverte du cimetière paroissial qui était effectivement autour de l'église. D'ailleurs, les baraques les baraquements des commerçants de volailles ont repris effectivement l'endroit de l'emprise de ce cimetière, fermé comme tous les cimetières urbains par ordonnance royale, donc ordonnance royale de 1783, mais en fait elle a été fermée un peu plus tard. Mais donc les fouilles ont remis, je ne sais pas si vous êtes passé à ce moment-là, mais ont vraiment remis au jour au moins 5000 sépultures, ce qui n'est pas rien, qui étaient d'ailleurs situées très très, qui affleuraient vraiment le pavage, donc des sépultures qui pouvaient aller jusqu'à 40 cm en dessous du sol, simplement, on pouvait les voir vraiment. Et on a découvert à cette occasion un pavage de la période napoléonienne qu'on ne connaissait pas. Donc vous voyez que, en fait, Saint-Éloi n'a pas, à mon avis, fini avec les petits secrets. On a découvert ça, mais on sait donc, si on connaît Saint-Éloi, qu'on a redécouvert le bas-relief en marbre de la mise au tombeau de Saint-Éloi, qui a longtemps été ignoré et qu'on a redécouvert en 1945, qui a retrouvé une bonne place dans le temple. On sait aussi qu'on a redécouvert des statues brisées par les protestants lors des guerres de religion, sans doute vers 1572, donc qui avaient brisé des statues et qui avaient mis ça dans le puits qui était au pied de l'autel, et qu'on a donc redécouvert en faisant des travaux en 1964. Donc tout ça on le sait, donc c'est plus des secrets. Bon, il y a eu effectivement le bas des piliers de la nef qui ont été redégagés un petit peu par les monuments historiques, et on a toujours cette forme cannelée très présente, mais on
peut aussi maintenant retrouver la forme que les piliers avaient avant le XVIIIe siècle. Et puis on a retrouvé aussi des traces de peinture, je ne sais pas si vous les avez vues, des traces de peinture donc dans la nef un petit peu et sur les bas-côtés. Et c'est comme ça qu'on sait que Saint-Éloi, comme beaucoup d'églises, était peinte. Et on sait aussi que le buffet d'orgue était peint lui aussi. Donc vous voyez que on a un certain nombre. Alors je citerai 2 mystères qui restent encore quand même si c'est pas tout à fait des mystères, à l'extérieur, sur le bas-côté sud du temple. Maintenant, vous avez un amphoe qui date de la Renaissance et qui est avec des colonnes. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Cet amphoe, voilà, c'est un amphoe, c'est sûr, mais d'où vient-il? Pourquoi a-t-il été mis là? Qu'est-ce qu'il fait là? Personne ne sait pour l'instant, mais bon, on ne désespère pas de pouvoir trouver des pistes pour savoir ce que cet amphoe fait là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, cet amphoe. Non, vous regarderez, il est vraiment assez étonnant. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est la gloire. Parce que la gloire, elle est partie de Saint-Étienne des Tonneliers, mais pourquoi? Pourquoi est-elle placée dans cette église? On ne sait pas. À la limite, pourquoi les protestants n'ont rien dit? Parce que c'est quand même quelque chose, c'est quand même monumental, c'est très contre-réforme quand même, donc pas vraiment favorable aux protestants. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai jamais vu dans les assemblées du consistoire, j'ai jamais vu un reproche quelconque non plus sur cette gloire. Donc il y a rien de. Alors je voulais simplement continuer parce que Saint-Éloi c'est vraiment le sujet de préoccupation, mais il y a 2 autres sujets de préoccupation dans les registres. C'est les écoles, l'instruction, et puis aussi donc je sais où j'en suis, donc je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est les. Alors je sais pas où j'ai mis mon sur l'aide aux pauvres, enfin l'assistance aux pauvres. Donc les registres contiennent énormément de renseignements sur les formes que prenait l'aide aux pauvres, mais aussi sur ce que voulaient les protestants pour les écoles. Alors en 1803, je repars un petit peu en arrière, donc le conseil presbytéral se fait en faveur du pasteur Mordant. Le pasteur Mordant, c'est donc le pasteur qui a réuni la communauté avant la Révolution, mais aussi qui a été le premier pasteur président de ce nouveau consistoire. Alors, il y avait 2 consistoires en Seine-Inférieure qui ont été déclarés par le Concordat. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a été difficile. Normalement, le Concordat voulait un consistoire pour 6000 personnes. Très difficile de savoir exactement combien il y en avait. À Rouen, on savait qu'il y avait quand même une communauté, mais dans les campagnes de Seine-Inférieure, très difficile de savoir. Alors, il y a eu très rapidement 2 consistoires qui ont été donc mis en place, celui de Rouen et celui de Bolbec. Alors, celui de Rouen, je dis Rouen, mais en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas donné le nom d'église de Rouen à Rouen, on lui a donné le nom d'église de Blosville-Bonsecours, donc Bonsecours qui est sur le plateau, là, pas très loin de Rouen, et il semblerait que ce soit surtout l'archevêque qui ait refusé que l'église réformée s'appelle donc l'église de Rouen, considérant que c'était ça ressemblait un peu à l'archevêché. Voilà, les protestants ont très mal pris la chose, considérant qu'on revenait à des temps un peu d'avant la révocation de l'édit de Nantes, quand les temples donc étaient à l'extérieur des villes et qu'on parlait de l'église donc de Blosville-Bonsecours en parlant d'un local qu'ils avaient donc à Saint-Éloi en 1803, et un peu comme ils avaient un temple à Quevilly avant la révocation donc de l'édit de Nantes, et ils ont très mal pris la chose en pensant qu'on revenait à des temps de persécution, mais il a fallu attendre les années 1850 pour que l'église de Rouen redevienne l'église de Rouen et cesse d'être appelée l'église de Bonsecours. Et là encore, les protestants font des pétitions pour pouvoir donc obtenir un peu ce qu'ils veulent. Alors le consistoire se plaint aussi beaucoup dans le Concordat que le Concordat, alors c'est sans doute une volonté de Napoléon Bonaparte, ne veut pas revenir donc à la structure presbytéro-synodale que les protestants connaissaient avant la révocation, ce qui entraîne pour eux quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il n'y a pas d'égalité entre les églises, et donc toutes les églises qui sont aussi disséminées dans le Pays de Caux, et donc du coup le consistoire de Rouen a une primauté sur les autres, et ça beaucoup n'aiment pas, et que le pasteur donc de l'église
de Rouen a forcément une primauté sur les autres pasteurs et on n'aime pas beaucoup. Bon, donc c'est vrai que les pasteurs sont des personnages importants. Ils prêtent serment auprès donc à l'État et donc ils doivent reconnaître ou faire reconnaître par la communauté justement l'importance de ce concordat, mais aussi ils sont liés à Napoléon qui donc exige des communautés des prières régulières et très rapidement aussi des prières pour le culte de l'empereur. Donc chaque année, les protestants doivent faire donc des prières au cœur du culte pour l'empereur, pour sa famille, et ça va rester même après la disparition de Napoléon, puisque même sous la Restauration, chaque année, il y aura des cultes anniversaires pour honorer le testament de Louis XVI, qui en avait fait un, mais aussi prier pour le rétablissement du roi, prier aussi pour des grandes fêtes, mais les batailles gagnées par les armées françaises. Alors, bon, j'ai aussi... Le consistoire ne dit rien là-dessus, sauf que très rapidement, on s'aperçoit quand même que quand il faut faire des prières pour commémorer, pour honorer les armées françaises, les batailles, le pasteur oriente plutôt ça vers une glorification de la paix et non pas de la bataille elle-même, quoi. Donc, ils arrivent comme ça à être à la fois reconnaissants, mais aussi à ne pas trop suivre ce qui est demandé, parce que c'est quand même une église, l'église protestante est complètement contrôlée par l'État. Non seulement le préfet est présent très souvent dans les cultes, mais aussi tous les procès-verbaux donc des délibérations doivent aller à la préfecture pour contrôle. Donc c'est une église un peu contrôlée. Donc ça fait partie de... Alors si je m'en tiens, j'espère que je ne suis pas trop longue, à cette aide aux pauvres, c'est vraiment la deuxième préoccupation. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du pasteur Mordant, le pasteur de Rouen qui va vraiment inscrire la communauté protestante dans la vie de la cité, mais aussi dans la vie sociale de la cité, c'est le pasteur Pommier, qui donc va s'occuper de créer un certain nombre d'associations pour pouvoir donc aider les pauvres. Alors c'est lui qui est à l'origine, tout seul, de la fondation de la Société des Dames de Bienfaisance en 1826. C'est lui qui est aussi à l'origine de la fondation de l'école du dimanche, donc toujours en 1826. Donc de la création d'une bibliothèque à l'usage de tous en 1848 et de services de méditation, mais aussi du coup de la fondation de l'hôpital La Mauve, au milieu des années 1850 à 1853. Donc on voit bien là dans ces préoccupations qu'on a une corrélation continuelle entre l'instruction mais aussi l'aide aux pauvres qui font partie donc des deux piliers de la foi. Alors le pasteur Pommier, il est très influencé par le mouvement du Réveil qui vient donc d'Angleterre et qui a vraiment cette volonté, considérant que toute la communauté protestante doit s'occuper des pauvres, mais doit s'occuper aussi d'acquérir encore plus d'instruction. Parce que bon, on ne le dit pas assez, mais l'instruction et la connaissance de la Bible, la connaissance aussi même de l'alphabétisation, début du 19e siècle en France, et forcément dans les communautés protestantes, c'est une catastrophe. Il n'y a plus beaucoup de transmission, il y a eu vraiment des arrêts dans la transmission, et pour les protestants, la connaissance de la Bible étant importante, l'instruction va concerner les enfants, mais ce sont les enfants qui vont en fait être instruits pour pouvoir redonner aussi un peu d'instruction aux parents. Donc c'est comme ça que c'est dit aussi dans les registres, c'est-à-dire de remettre... alors l'instruction, elle concerne les filles et les garçons, et on est bien dans ce début du 19e, c'est-à-dire que l'école, il y a l'école du dimanche, qui est tout à fait particulière, mais il y a aussi toujours cette volonté de mettre des écoles en place. La municipalité a le droit de regard, mais on met en place des écoles, et puis la communauté va accepter très rapidement ces écoles parce que elle a le droit de regard sur le recrutement. La municipalité laisse la communauté avoir le droit de regard sur les recrutements des pasteurs, enfin pas des pasteurs, des instituteurs, fait par le pasteur, et donc la communauté très rapidement s'aperçoit que même dans les écoles, on peut avoir une instruction religieuse faite par quelqu'un qui peut être un laïc, mais qui a une bonne moralité protestante. Donc
c'est vrai aussi que les protestants avaient beaucoup hésité à envoyer les enfants à l'école parce qu'ils avaient peur, donc c'était toujours plutôt l'ignorance que l'erreur. Ils avaient vraiment peur donc des instituteurs plutôt catholiques qui pourraient donner des mauvaises orientations donc bibliques à leurs enfants. Donc voilà, donc en fait il y a toutes ces structures des dames de bienfaisance qui vont aider aussi à cerner les pauvres. Parce que les pauvres au XIXe siècle, c'est pas les mêmes qu'au XVIIIe, sont plus des vagabonds dont on avait un peu peur. Les pauvres au XIXe, c'est vraiment dans une ville comme Rouen, très industrielle, sont des gens qui sont soumis souvent, des ouvriers qui sont souvent soumis à des périodes de chômage et qui doivent être aidés parce que le travail dans les industries textiles ou chimiques très présentes à Rouen n'est pas toujours continuel, et puis ils peuvent aussi avoir des maladies. Donc des maladies ou des handicaps. Donc les dames de bienfaisance sont là pour non pas donner de l'argent à ces pauvres qui sont reconnus parce qu'ils sont donc souvent dans le besoin. On parle même de pauvres honteux, ceux qui ne veulent pas se faire reconnaître mais qui sont quand même dans le besoin. Donc ces pauvres sont aidés par les dames de bienfaisance sous forme donc d'aide plutôt en vêtements, en matériel. Et c'est le consistoire qui va continuer pendant tout le XIXe siècle à faire des dons, donc qui contrôlent très régulièrement ces pauvres, qui doivent être protestants quand même, qui doivent envoyer leurs enfants au catéchisme et qu'on ne va pas comme ça aider s'ils ne donnent pas quelques signes de moralité. Alors dernière chose pour les pauvres, c'est les pauvres qui peuvent être souvent du coin, comme on dit, mais c'est des pauvres aussi qui sont des étrangers ou de passage, mais surtout des étrangers parce qu'il y a, avec le port et avec toutes ces grandes industries, il y a beaucoup d'étrangers à Rouen. Alors que l'on aide temporairement, mais qu'on aide aussi à retourner chez eux très régulièrement pour éviter quand même qu'ils... Si je peux conclure, bien sûr que je peux conclure, je l'ai lu là, donc je vais conclure. Donc voilà, je m'étends, excusez-moi, je me suis un petit peu étendue, donc bon... La conclusion, elle est très simple. Les registres permettent de voir les préoccupations, bien sûr, mais les préoccupations du concordat, enfin de la communauté, mais toujours dans le cadre du concordat, qui est une forme de laïcité, comme le disait Mme Zuber tout à l'heure, mais qui n'est pas la laïcité du XIXe siècle. Donc, enfin, du début du XXe siècle. Pardon. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça va aller, cette conclusion. Ça fait combien de temps ? Une demi-heure, d'accord. Je suis désolée. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Je vous propose on avait éventuellement une question, mais je vous propose comme on est un peu en retard, de laisser la parole à vous. Et voilà, si vous avez des questions, profitez des 3 intervenants, pour poser des questions auxquelles vous êtes attachés. Voilà, je vois déjà une première question. Il y a une seule chose au niveau droit conventionnel, vous parlez toujours de l'Alsace et l'Ardennes. La Guyane française est toujours sous le concordat. Non, je ne l'ai pas oublié. Enfin, si, je ne l'ai pas dit, mais je ne l'oublie pas. Et ils ne sont pas sous concordat. Ils dépendent d'un papier, enfin, j'oublie le titre exact, émanant de Charles X. Donc sous la Restauration, qui fait que la Guyane, en Guyane, il n'y a que le culte catholique qui soit reconnu et qui soit stipendié. Et c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà une des exceptions françaises de la laïcité. Merci ça marche ? Oui. Merci à tous les 3. Moi, j'ai une question pour tous les 3, en fait. Mais la même. Simplement, vous allez justement pouvoir présenter des variations. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez tous les 3 insisté sur l'importance de l'école. Et à un moment, Steve, vous avez évoqué la lecture laïque de la Bible. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup d'évangéliques, justement au XIXe siècle, qui défendent une approche, ce qu'ils appellent non sectaire et séculière de la Bible. Et voilà, je voulais simplement vous reposer la question à tous les 3. Donc il y a une dimension locale, une dimension nationale, peut-être un peu régionale. Comment vous voyez s'articuler laïcité, protestantisme, école ? Voilà, si vous pouvez nous redire quelques mots là-dessus. C'est pas trop, même très généralement, mais vraiment... Alors, au niveau national, le protestantisme a joué l'école publique, très nettement, et ce, dès la fondation. On le voit avec tous les... Évidemment, ça c'est le spécialiste
c'est Patrick Cabanel, mais qui saura vous faire le panégyrique de Ferdinand Buisson, de Jules Steg, de Félix Pécaud, qui sont tous des protestants libéraux qui se sont beaucoup investis dans la structuration de l'école publique en France. Et donc les protestants ont fait le jeu de l'école publique à tel point qu'il n'y a presque plus d'école confessionnelle protestante. Oui, à part l'école alsacienne, mais enfin ça devient un vernis quand même malgré tout. À que je sache, elle n'est pas gérée par des protestants, et il n'y a pas de côté confessionnel dans l'école alsacienne. Bon, je crois qu'il reste un collège à Boissy-Saint-Léger, oui. Mais enfin bon, donc les protestants n'ont pas voulu, comme les catholiques, garder un enseignement confessionnel. Ils ont dévolu, voilà. Et donc, par exemple, ne sont pas ou peu concernés par la loi Debré de 1959. Il n'y a pas d'école libre sous contrat d'association. Et puis alors, le dernier fleuron, c'était le collège Sévenol qui a finalement disparu après un horrible fait divers et des problèmes d'argent. Voilà. Donc l'enseignement, chez les protestants luthéro-réformés, c'est l'enseignement de la République, avec évidemment tout ce système évoqué des écoles du dimanche et de la catéchèse, mais qui se fait en dehors des heures de classe, comme Jules Ferry l'avait prévu en 1882. Alors, j'ai dit la Bible, mais je crois que Jules Siegfried disait Évangile. Voilà, j'ai peut-être dit la Bible, mais voilà. Non, mais j'ai pu... voilà. Vous voyez, alors pour lui, vu que la morale laïque, bon, c'était faut pas voler, faut pas tuer, etc. Il disait c'est tout à fait compatible, d'autant plus que fin 19e siècle, les libéraux, autant ils peuvent être sur la Trinité, la résurrection corporelle de Jésus-Christ et autres, très iconoclastes, autant sur les mœurs, il n'y a pas beaucoup d'écart. Au contraire, justement, vu qu'ils pensent démythologiser, si on peut l'expliquer, je sais pas comment, voilà, mais en quelque sorte la religion, ils insistent sur le côté, justement, au contraire, bonnes mœurs, la morale en fait. Donc lutte contre la prostitution, la pornographie ou l'avortement, des choses comme ça. Voilà. Et puis, ce qui se passe aussi pour les écoles protestantes, il y a des écoles qui ont fait la plupart des écoles, il y en avait énormément, d'autant plus qu'à chaque fois il y avait école de garçons, école de filles. Mais avant la mixité, des fois on dit mais pourquoi il y a 2 ou 4 écoles protestantes, même à l'UNRE, quoi. Et en fait, parce qu'il y a école de filles, école de garçons. Mais c'est des tout petites structures financièrement précaires, et quand, excusez-moi l'expression, mais l'État met en route le rouleau compresseur de la formation d'instituteurs qui était quand même un peu en pointe fin 19e, début 20e dans l'Europe, la France arrive à un taux de lettrés très élevé. Bon, les écoles protestantes font pas le figure à côté, quoi. Ils n'ont pas la puissance financière des écoles catholiques. Donc certaines écoles protestantes sont offertes à l'État, non pas seulement pour faire de bons républicains, mais aussi parce que elles sont déclassées, voilà, dans leur enseignement. Et alors comme établissement protestant sous contrat, il reste donc à Boissy-Saint-Léger, c'était à l'est de Paris, une commune où la communauté avait bénéficié aussi des dons de banquiers protestants, les Oettinger ou Oettinger, je ne sais pas si on prononce la française ou germanique. Il reste aussi à Strasbourg 2 établissements, et c'est sur le modèle allemand, donc il y en a un qui fait du CP jusqu'à la 6e et l'autre de la 5e jusqu'au bac, sur le modèle du gymnasium allemand. Et puis après va se développer la vague de petits établissements hors contrat évangéliques. Voilà. Dans ma mémoire, il y avait aussi un établissement hors contrat adventiste, donc, qui lui souhaitait passer sous contrat, mais là c'est toujours le même problème dans l'éducation nationale, c'est que qui dit sous contrat dit enseignant rémunéré par l'État, et l'éducation nationale cherche plutôt à rationaliser ses dépenses, on va dire. Donc ils ne cherchaient pas à ce que l'établissement soit sous contrat. Et puis, alors c'est quelque chose que je vais mettre avec beaucoup de guillemets parce que je l'avais lu et je n'ai jamais, malgré la puissance de calcul de Google, retrouvé. Au moment de 2005, pour le centenaire de la loi, le président de l'époque, Jacques Chirac, avait rencontré différents cultes. Et j'ai le souvenir fort d'avoir lu qu'il a dit aux protestants que le jour où ils ont cédé leurs établissements à l'État, ils ont perdu leur influence. Voilà. Et comme Google ne m'a jamais permis de retrouver la citation, je mets beaucoup de guillemets. De Jacques Chirac. Voilà. Moi, je dirais qu'il y a eu effectivement des écoles protestantes au milieu du 19e siècle, mais qui n'ont sans doute pas été occupées que par des enfants protestants. L'idée, c'est vraiment l'instruction. Donc, dans la mesure où les lois Guizot mettent en avant l'instruction religieuse et morale, ça leur convient. Donc, ils veulent bien faire des écoles, mais acceptant les autres aussi.
Merci à tous pour vos exposés. Pouvez-vous, alors je ne sais pas qui va répondre, nous éclairer sur les exceptions? Alors on en a déjà parlé un peu pour la Guyane, et puis il y a les décrets Mandel pour les autres dom-tom, mais pour l'exception des aumôneries dans la loi de 1905, c'est-à-dire les prisons, aumôniers militaires, les lycées, bon c'est moins vrai aujourd'hui, et les hôpitaux, qu'est-ce qu'il en est pour les protestants, notamment, vis-à-vis de ces aumôneries aujourd'hui? Comme on travaille beaucoup sur les aumôneries musulmanes actuellement, c'est vrai qu'on a... Il y a des protestants. Oui, mais l'aumônerie protestante, elle est très ancienne. Alors, j'ai pas de date, hein, excusez-moi, mais elle est réelle dans l'armée, dans les hôpitaux et en prison. Et il y a certaines prisons où il y a plus d'aumôniers protestants que catholiques, ou alors les aumôniers protestants se chargent des musulmans. Donc, ça, c'est une fonction qui est tenue par les protestants. Et comme vous le savez, ça dépend de la Fédération protestante de France, mais il y a aussi les évangéliques du CNEF, qui peuvent avoir des aumôniers, donc voir les témoins de Jéhovah, alors, ils sont à la limite, très limite du protestantisme. Enfin, c'est extrêmement divers, le monde de l'aumônerie. C'est beaucoup plus structuré dans l'armée, où, bien sûr, et payé à l'armée de la même façon, tandis qu'en prison et dans les hôpitaux encore moins, c'est de façon bénévole. Donc toutes ces structures fonctionnent de manière un petit peu séparée. Voilà. C'est difficile de faire un bilan complet. Enfin, l'aumônerie protestante est affirmée depuis que l'article 2, donc, qui fait des aumôneries l'exception au non-subventionnement des cultes par l'État. Juste une chose, devait être présent aujourd'hui dans le public André Piazza, qui était le président du Conseil presbytéral 2013-2019. Il n'a pas pu en raison d'un problème de santé. Et lui, il est non seulement aumônier en hôpital protestant, mais il a aussi une responsabilité pour le nord de la France, pour la Fédération protestante, dans ce domaine-là. Et là, il aurait pu davantage nous aider. Quant au fait que des aumôniers s'occupent de personnes de confessions différentes, on le voit notamment au moment de la Première Guerre mondiale, où face au feu des tranchées, on peut mourir assez rapidement quand on est dans les premières lignes, où ce qu'on a besoin, que ce soit un prêtre ou un pasteur, bon, si possible de sa confession, mais on cherche un homme d'église. Voilà. Et dans ce moment-là, où face à l'urgence, c'est pas grave si c'est un pasteur. Voilà, l'important c'est d'avoir un homme d'église. Voilà. Oui, puis même de l'œcuménisme guerrier. Oui, les aumôniers protestants en hôpital sont rémunérés, sont agents de catégorie C, et rémunérés par le CHU. Les catholiques aussi. Ça marche, pardon, je suis nul avec les mots. Dans les figures de protestants à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale que vous avez évoquées, j'ai l'impression qu'une des ambiguïtés par rapport à la laïcité, c'est le lien entre laïcité politique et la sécularisation de la société. J'avais l'impression que c'était un peu, en vous entendant, que c'était ce qui séparait un peu les protestants entre eux par rapport à cette laïcité. Je me demandais si c'était une impression légitime ou pas. Alors, rapidement, puis Steve complétera certainement. Vous avez raison de pointer cette différence que nous faisons à l'université entre laïcisation et sécularisation. En gros, la laïcisation, c'est l'œuvre de l'État, législative de l'État, qui enlève des attributs des cultes pour en faire des administrations d'État, l'hôpital par exemple. Mais la sécularisation, c'est ce qui concerne plus le fait de la déprise du religieux dans la société. Donc, évidemment, les protestants de la fin du XIXe siècle, qui sont les alliés des républicains face aux monarchistes légitimistes catholiques, sont pour une laïcisation d'État, mais qui préservent leur liberté, et qui préservent cette liberté en partie pour qu'ils puissent contrer eux-mêmes les effets de la sécularisation qui commencent à inquiéter. Il y a une enquête tout à fait intéressante sur la pratique religieuse en Seine-et-Marne en 1902 ou 1905, je ne sais plus, donc chez des gens qui sont plutôt des paysans, et il y a un taux de pratique, alors je parle de taux de pratique catholique, là il y a très peu de protestants, même s'il y a quelques îlots, la pratique est infime, c'est de l'ordre de 10%. Donc déjà, au début du XXe siècle, donc la sécularisation, avec l'essor du socialisme, etc., elle est largement en marche, et dans certains milieux plus que d'autres. Et donc il y a cette sensibilité peut-être protestante à trouver une voie médiane
une laïcité politique et d'un point de vue religieux, une lutte contre la sécularisation. Et j'appuierai aussi ce qu'a dit Steve sur cette morale laïque qui est finalement, et puis qui est partagée par ces libéraux et prônée par ces protestants libéraux. Pourquoi ça marche ? Parce que c'est une morale commune. Enfin, je veux dire, c'est la morale de tous à l'époque, patriarcale, coloniale au besoin, hein. On n'en dit pas trop sur la moralité protestante vis-à-vis des colonies. Et puis Rouen, c'est pas très loin du Havre, c'est pas loin c'est un port, donc ça a aussi des liens commerciaux forts. Et ces industriels, ça a été étudié par une personne qui vient de soutenir sa thèse et que connaît Steve, ou peut-être Charles Nicole, qui a travaillé sur le port de Nantes, et qui montre que ces protestants, d'ailleurs vous avez remarqué, ils ont des noms souvent étrangers, souvent germaniques, etc., qui sont donc pas des autochtones. C'est pas forcément les protestants qui ont souffert sous la Révocation, ils sont venus après. Enfin, c'est très compliqué de faire un portrait très, très facile à comprendre de ce qu'est ce protestantisme, et en particulier ce protestantisme bourgeois que vous travaillez. Oui, en fait, pour certains étrangers, l'arrivée dans la communauté protestante forme une sorte d'intégration, parce qu'on a beaucoup de mariages entre, on le voit à Rouen, ceux que je vous ai cités, Wellington forcément d'origine britannique, descendants d'anglicans en plus, donc une vision qui ne correspond pas forcément à la laïcité. Ça peut être inspiré aussi les raisons de son vote négatif lors de la loi de 1905, et puis d'autres d'origine alsacienne, germanique et autres, et ça fait une sorte de synthèse, en fait. Voilà. Ils se retrouvent ensemble. Dans ce rapport entre laïcité et sécularisation, moi qui ai des troisièmes, là je viens de débuter un chapitre sur la laïcité où je montre Joe Biden en train de prêter serment, ou Barack Obama en train de prêter serment sur la Bible. Donc on discute, qu'est-ce qui se passe, etc. Je leur dis, et pourquoi ça peut pas se passer en France? Ils me disent, parce que la France c'est laïque. Et pourtant les États-Unis, il y a une séparation. Voilà. Vous pouvez, par exemple, vous avez des associations qui s'occupent des personnes dépendantes à l'alcool, au tabac, qui ont des super taux de réussite, et puisqu'elles sont protestantes, elles ne peuvent pas bénéficier de fonds publics. Voilà. Et je me souviens en 2009, donc c'était le 400e anniversaire de la naissance de Calvin, et Olivier Abel, philosophe, qui était directeur du journal Réforme, avait fait une conférence à l'Archevêché, amphithéâtre rempli, catholiques, protestants réformés, évangéliques et autres. Et il avait commencé, on était dans l'année où justement Barack Obama a fait sa première prestation de serment. Et parmi les cérémonies, pas forcément la cérémonie politique, mais parmi les événements qui accompagnaient sa prestation de serment, il y avait où on avait des représentants des cultes protestants, catholiques, non-chrétiens et autres, et il leur avait dit aidez-moi à gouverner. Et Olivier Abel avait commencé comme ça un peu de sa façon tonitruante sa présentation en disant cette manière de voir les choses, c'est aussi grâce à Calvin. Cherchez, parce qu'on a l'image de Calvin, le père fouettard de Genève qui veut moraliser tout le monde. Voilà. Et en fait, Calvin s'est heurté de façon incessante au gouvernement de la ville de Genève pour savoir, par exemple, qui avait le droit de prendre la Sainte Seine ou pas. Parce que c'était le conseil des bourgeois qui voulait déterminer ceux qui avaient le droit au jeton qui donnait l'accès à la Sainte Seine. D'autant plus que le protestantisme a pu être préservé à Genève par l'appui des forces militaires de Berne, donc la puissance politique et militaire avait un poids là. Et lui, il a dû s'opposer tout le temps pour maintenir l'autonomie du religieux face à l'intrusion du politique. Voilà. Et donc, c'est aussi une des visions que certains protestants avaient des aspects positifs de la loi de 1905, cette autonomisation par rapport aux politiques. Voilà. Et cette liberté de créer des églises là où on le veut, de créer des temples là où on veut, d'avoir des pasteurs si on veut, et ne pas toujours devoir pétitionner de façon incessante au préfet pour quémander la création d'un temple, d'un poste de pasteur ou d'une municipalité qui accorde un terrain. Voilà. En termes de population, voilà, ma question c'est un peu savoir en termes de nombre de personnes, de population, combien de protestants en 1802 au moment du Concordat. Je peux vous répondre que j'ai vu plusieurs fois qu'en Seine inférieure, à ce moment-là, le nombre est à peu près de 10 000 protestants au début du 19e siècle. Alors, le dernier recensement qui incluait les questions sur l'appartenance religieuse, c'est 1882. Alors, j'ai pas les chiffres pour l'agglomération, mais pour Rouen, intramuros, sur 102 000 habitants à peu près, il y avait un petit peu moins de 1000 réformés, 150, 160, enfin voilà, luthériens, une cinquantaine d'autres protestants, voilà. Donc on est à 1%, ce qui est assez faible. Dans d'autres, alors il y a des secteurs de campagne très catholiques, mais sur le Havre, on va avoir régulièrement des chiffres supérieurs, et puis alors on parle même pas de Lillebonne, Bolbec ou Luneray, où là les chiffres sont plus importants. Mais sur Rouen, on est à peine à 1%. Ce qui fait que le nombre de protestants parmi les élites est énorme par rapport à leur représentation. 3-4 parlementaires
c'était beaucoup. Et pour revenir aux questions sur l'école, ça pose la question de la fameuse thèse de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et il y a une littérature énorme, donc je ne vais pas vous faire un résumé, j'en ai lu qu'un petit bout, mais les études d'économistes sur l'époque de Max Weber, et notamment sur les stats de la Prusse, l'état où il vivait, cherchaient à montrer quel lien il y avait, est-ce que c'était fondé ou pas sa thèse d'une surreprésentation des protestants, et par chance, la Prusse avait des études statistiques très poussées, et ils tendent à montrer que, en effet, les protestants avaient en majorité une activité un peu moins liée à l'agriculture, un revenu un peu plus supérieur, et surtout avaient un taux d'être capable de lire et d'écrire 10% supérieur à celui des catholiques. Alors c'est une moyenne, c'est-à-dire que si on prenait les protestants du fin fond de la Prusse orientale, ce qui est aujourd'hui Kaliningrad en Russie, c'était au contraire en dessous de la moyenne, alors que les catholiques de la Ruhr, au contraire, étaient bien au-dessus de la moyenne. Mais en moyenne, voilà, les protestants étaient 10% plus lettrés que les catholiques, et leur niveau de vie était meilleur. Alors pour ces économistes-là, c'est pas du tout une conséquence d'une attitude, on va dire, plus besogneuse, moins frivole, et plus où on va toujours réinvestir l'argent qu'on gagne, mais plutôt le fait que la réforme, en souhaitant que chacun puisse lire la Bible, a développé les écoles, et par ricochet a développé le niveau d'instruction, et donc la capacité à évoluer vers des secteurs d'activité non agricoles. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé des républicains de la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, ça marche. Merci. Tout à l'heure, on a parlé des républicains à la fin du 19e siècle, notamment de Ferry pour l'école. Les républicains, c'est aussi, par exemple, le combat pour l'incinération par rapport à l'inhumation. C'est aussi la loi Naquet pour le divorce. Comment les protestants, par rapport à ces deux nouveautés, si j'ose dire, qui est l'incinération des corps pour les morts et pour le divorce, comment ils se positionnent, si vous le savez? Moi, j'ai très peu d'infos là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que... Je vous embête avec mes questions. Non, mais la bourgeoisie protestante de Rouen est réunie à 70% cimetière monumental dans un même carré. Voilà. Donc, j'ai pas vu d'exemple de crémation. À l'inverse, Jules Siegfried a demandé à être crématisé, même s'il voulait que ses cendres soient déposées au cimetière à Sainte-Marie du Havre. Après, bon, il était parfois assez hétérodoxe dans ses convictions, donc selon les sujets. Donc voilà. Quant au divorce, globalement, je pense qu'il y a une vision assez négative dans une société bourgeoise et conservatrice, mais malgré tout, il y a un peu plus de divorces dans la bourgeoisie protestante que dans la bourgeoisie catholique. Voilà. De là à dire que c'était forcément bien accepté, je pense pas, mais c'était un peu plus fréquent. Et ça pour le 19e siècle en général. On s'était donné 2 heures jusqu'à 18h, donc n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Il n'a pas été trop long. Moi j'en avais peut-être une. Est-ce que. Arrêtez. D'accord. Bon, ok. Alors, ma question c'était c'est ce débat entre contrôle par l'État, liberté des églises. Je voulais savoir si on le retrouvait dans d'autres pays. Je pense notamment peut-être à la Suisse, là où il y a pu avoir des débats entre les églises cantonales, les églises libres. J'avais envie un peu d'un éclairage qui dépassait celui de la France sur cette thématique liberté, indépendance, on va dire, des églises vis-à-vis des États ou des autorités. Alors c'est un vaste sujet. Il y a autant de formes que de pays. Donc, on a coutume de dire, je reprends l'exemple américain, parce que je pense qu'il est extrêmement clair finalement quand on l'explique un peu. Le système juridique de séparation est bien antérieur au système français, puisqu'il a été élaboré à partir du premier amendement à la Constitution de 1791. Et donc, il fait Jefferson parler d'un mur de séparation entre les églises et l'État. Et effectivement, comme Steve le disait, il n'est pas question de financer une association confessionnelle, que ce soit, même si, évidemment, il y a maintenant peut-être de plus en plus d'exceptions ponctuelles, avec des débats, vous savez, sur les prières à l'école, etc. Mais qui sont a priori, qui ont longtemps été a priori totalement interdits. C'est plutôt la France qui a des exceptions et qui perpétue, sans le dire, une politique qui est beaucoup plus concordataire, gallienne et napoléonienne que ce qu'elle dit. Et on a cité quelques exceptions à la séparation juridique.
le fait de subventionner les écoles libres, dites libres, qui sont à 80% confessionnelles, est une entorse de taille à l'interdiction de subventionnement. Mais du coup, on ne l'appelle pas comme ça. Voilà. Donc, et puis il y a des tas d'autres exemples, en particulier sur l'entretien des bâtiments des cultes. Là aussi, évidemment, l'État et les collectivités territoriales sont propriétaires, mais elles auraient pu ne plus l'être. Par exemple, à Genève, qui a eu aussi une séparation des églises et de l'État en 1907, donc 2 ans plus tard. Ils ne se sont pas embêtés, ils ont rétrocédé les bâtiments cultuels aux confessions et à charge pour elles de les entretenir, ce qui est d'ailleurs un vrai problème et qui est en partie... Le résultat, c'est la quasi-faillite de l'Église nationale, l'Église protestante de Genève, qui vend ces bâtiments pour essayer de survivre. Donc voilà, liberté des églises, liberté... Oui, alors je refinis avec mon exemple américain, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais la laïcité en Amérique, c'est les églises qui se protègent de l'État. En France, la laïcité, c'est beaucoup plus l'État qui veut protéger la société des religions. Donc c'est une philosophie complètement inverse. Les uns sont jaloux de leur liberté et ne veulent pas, ont toujours peur qu'un État entrave cette liberté. Alors en France, ce dont on a peur, et on le voit à travers la politique depuis une trentaine d'années, la politique de laïcité, c'est l'État qui a peur des religions, et qui a peur de l'influence des religions, et d'une certaine religion d'ailleurs. Pas seulement, des évangéliques aussi, même si on le dit moins, mais les mesures les visent aussi. Et donc on est tout à fait dans un autre rapport vis-à-vis du religieux. Et c'est peut-être ça qu'il faut penser quand on pense liberté des églises et liberté de conscience. Voilà. Ouais. Je crois que vous nous offrez une très bonne conclusion. Alors, conclure derrière Madame Zuber. Je vous en dis. 2 choses. Ce qu'il faut bien comprendre dans la mentalité américaine aussi, c'est que les gens sont débarqués sur une terre alors qu'elle n'était pas vierge. On le sait maintenant. Il y a l'ethnocide des Indiens d'Amérique, malheureusement, mais qui n'avait pas de structure étatique. Donc, quand ils ont été habitués à la liberté, d'autant plus que les Pilgrim Fathers, les pères pèlerins, étaient des protestants qui voulaient décatholiciser l'Église anglicane, qui était persécutée en Angleterre pour ça, parce qu'Élisabeth II a mis en place un compromis. Et donc ils ont goûté à la liberté totale, donc en quelque sorte, avec cette contrepartie qu'il n'y a aucun État qui est là si vous avez besoin d'un hôpital, de choses comme ça, parce qu'il n'y avait rien. Et donc après coup, venir avec des structures étatiques, leur dire maintenant il faut faire comme ci, comme ça, c'est compliqué. Voilà. Et je ne vais pas du tout vous faire l'apologie du droit au bord des armes, parce que c'est un bilan dramatique en termes de morts aux États-Unis, mais il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire des gens qui ont pris les armes contre les armées britanniques pour se protéger d'un État qui voulait imposer quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Voilà. Et donc c'est à moi-même de me protéger et de me défendre. Et donc en matière de religion, en plus les premières expériences des pères pèlerins quand ils ont voulu créer des Jérusalem terrestres avec des communautés où il fallait être au culte le dimanche, etc., très vite ça craque parce que ça ne tient pas ces sociétés-là. Et bien très vite on est parti sur l'idée que finalement la liberté de religion était le plus important, et donc on ne voulait pas que l'église anglicane épiscopalienne aux États-Unis devienne une église d'État. Voilà. Et puis pour terminer sur la vision asymétrique de la laïcité, on parle parfois de catho-laïcité, mais parfois aussi, par exemple sur une radio publique comme France Bleu, j'ai cru entendre l'horoscope, et c'est une vision asymétrique de la laïcité puisqu'elle est neutre en matière de croyance. L'horoscope n'est pas une religion instituée, mais ça fait partie de ce qu'on appelle de la religion implicite en sciences sociales des religions. Si on avait un prêtre, un pasteur ou un rabbin qui donnait un message sur France Bleu, ça choquerait. Quand André Santini, quand il était secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, dit en fonction de ce que je lis dans mon horoscope, ça influe sur ma journée, imaginez de ce qu'on aurait dit si un secrétaire d'État disait en fonction de ce que j'ai lu dans la Torah, dans les évangiles ou dans le Coran, ça influe sur ma journée. Oui. Et pourtant, là, on n'est pas face à de l'astronomie, de la science, on est face à une croyance du fait qu'en regardant les étoiles ou autres, on puisse déterminer l'avenir plus ou moins proche. Vous voyez. Donc ça aussi, ça peut être une vision asymétrique de la laïcité. Merci pour cette petite note d'humour. Il me reste à vous remercier tous les 3 pour vos interventions, et puis peut-être à partager un petit moment ensemble. Voilà. Merci beaucoup.